Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Mirassou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste depuis 2008, conseiller général de la Haute-Garonne également. À l'instant, vous me disiez que vous étiez membre du Parti socialiste depuis 1974. Aujourd'hui, vous êtes donc membre de la commission économique, également porte-parole du groupe socialiste au Sénat. Quel bilan de ce mandat qui s'achèvera l'année prochaine ? Je pense que le mandat s'achèvera dans de bonnes conditions. Et en même temps, j'aurais eu l'opportunité de vivre deux époques intéressantes. Une première époque où j'étais dans l'opposition sénatoriale et depuis quelques mois, l'opportunité de vivre dans la majorité sénatoriale. Il y a certains de mes collègues qui ont siégé pendant très longtemps au Sénat et qui n'ont connu que l'opposition. Moi, j'aurais eu la chance, dans un seul mandat, de connaître les deux possibilités. Et en même temps, c'est très riche d'enseignements. Et je pense que le groupe socialiste aura fait un travail très très conséquent, à la fois dans l'opposition. Rappelons-nous que nous avons gagné le Sénat avant la venue de François Hollande à la présidence de la République. Vous allez dire François Mitterrand. Oui, j'ai failli dire François Mitterrand. Et ça nous a donné l'opportunité d'inscrire dans le paysage politique un certain nombre de textes qui était à juste titre considéré comme la préfiguration de ce qui allait se passer dans l'hypothèse de la victoire d'un socialiste à la présidence de la République. Est-ce que vous serez candidat à la candidature pour les prochaines sénatoriales ? Je serai candidat à la candidature pour les prochaines sénatoriales et j'appuierai la crédibilité de ma candidature sur la nature de mon engagement pendant ces 6 dernières années. Les places vont être chères sans doute. Les places seront, comme à chaque fois qu'il y a un scrutin de liste, chères. Mais je pense que le fait d'avoir travaillé pendant 6 ans dans des conditions qui ont permis aux militants de se rendre compte de la nature de mon travail et de ma présence à Paris en commission, eh bien, me permettront vraisemblablement, si la sagesse militante va dans le bon sens, de pouvoir refaire un mandat au Sénat. Il y aura notamment des négociations entre le Parti socialiste et le Parti radical de gauche. C'est dans la tradition du Parti socialiste, à l'échelon loco-régional, je vais dire, que de travailler de concert avec nos amis du Parti radical de gauche. À quel moment, ces discussions ? Les discussions commenceront à partir du moment où la date de désignation des listes, puisqu'il s'agira d'une liste en Haute-Garonne, sera figée sur le plan national, avec sans doute un peu de marge de manœuvre en fonction des particularismes locaux. Mais dès l'instant où cette question sera d'actualité, à la fois en interne, elle sera naturellement d'actualité aussi en ce qui concerne nos partenaires potentiels, parce que pour constituer une liste, il vaut mieux d'abord expliquer que telle ou telle place risque d'être réservée à nos partenaires, plutôt que de dire en deuxième temps à ceux qui étaient pressentis pour faire partie de la liste, qui ne le sont plus, parce qu'un partenaire de gauche leur a pris la place. Alors aujourd'hui, la gauche, effectivement, est majoritaire au Sénat depuis 1 an et demi. Est-ce que la gauche peut perdre le Sénat en 2014 ? Et nous avons une majorité, d'abord, qui était une majorité, en ce qui concerne les socialistes, relative. Ça veut dire qu'au quotidien, avec des alliés, on va dire, un peu turbulents, ça nous pose un certain nombre de problèmes, et en même temps, une gymnastique intellectuelle qui est assez fatigante. Mais, peu ou prou, on arrive. Et la majorité gauche face à la droite tient à 5 ou 6 sièges. Donc, effectivement, il y a la possibilité de s'inscrire dans une logique où la gauche ne serait plus majoritaire au Sénat. On va faire en sorte, et on a fait en sorte en amont, qu'il en aille autrement. Alors justement, évidemment, ce scrutin de 2014 sera lié aussi aux résultats des municipales. Quel est votre point de vue sur la préparation municipale à Toulouse, mais aussi votre analyse peut-être sur quelques principales villes, notamment Paris ? Est-ce que Paris peut rester socialiste ? Est-ce que Marseille peut échapper à la droite ? Écoutez, les vœux que je forme, c'est qu'effectivement Toulouse reste socialiste, que Paris reste socialiste, et que Marseille devienne enfin socialiste. S'agissant de Toulouse, j'ai connu, parce qu'ancien conseiller municipal de la ville de Toulouse, l'opposition pendant très longtemps, la gestion de droite, et je connais aussi très bien celle qui a été initiée par Pierre Cohen et son équipe. Et je peux dire vraiment, mais sans exagération, que à partir du moment où Pierre Cohen est devenu maire de Toulouse, il a affiché l'ambition d'une ville qui est
la dimension d'une métropole à l'échelon européen. Et du reste, tout ce qui a été envisagé à la fois sur le plan des transports, sur le plan urbanistique, sur le plan culturel, témoigne de cette volonté. Alors, ça s'est fait en ce qui concerne notamment les transports, avec quelques inconvénients pour les Toulousains, mais je pense que dans l'hypothèse de son renouvellement en tant que maire de Toulouse, il y aura véritablement la perception de cette dimension. Il y avait une gestion qui, seulement, pas sur tous les points, mais antérieurement, était étriquée. Il n'y avait pas la volonté politique d'affirmer Toulouse comme étant une véritable métropole, pouvant s'affirmer à l'échelon européen. Ça sera le cas. On dit que le Sénat a torpillé la préparation de la loi sur la décentralisation. C'est votre point de vue ? Et je fais partie de ceux qui, avec François Rebsamen, Jean-Pierre Bel et quelques autres, ont manifesté quelques signes d'inquiétude par rapport ce qui a obligé finalement projet. La ministre à... La ministre et le Premier ministre également, et en même temps, rien n'est figé. À saucissonner son projet de loi. Oui, rien n'est figé, et en affectant à l'étude de ce texte 3 temps, en quelque sorte. D'abord, s'agissant du troisième... Vous avez alerté, c'est ça ? Oui, nous avons alerté, et ce texte est très précis, même trop précis, et comporte quelques anomalies. Je vous en cite une, parce que c'est la plus flagrante, celle qui consisterait à transater à partir de 2017 les compétences dans le champ social et de la solidarité du Conseil général vers les métropoles. Ce qui amènerait du reste à avoir 2 administrations, celle du Conseil général qui s'occuperait de ce qui n'est pas urbain, et celle de la métropole qui s'occuperait de ce qui est métropolitain. Et je crois qu'il serait parfaitement nuisible que là où il y a, de la part du Conseil général, un savoir-faire évident, une histoire des habitudes de la part de la population, ça serait une perte de temps, ça serait également une période dans laquelle les gens ne s'y reconnaîtraient pas. Donc tout ça mérite d'être corrigé, et en tant que représentants des collectivités territoriales, nous ferons en sorte qu'il y ait davantage de cohérence dans ce projet. Vous étiez favorable dès le départ à une candidature de François Hollande pour la présidentielle l'année dernière. Vous êtes déçu aujourd'hui ? Non. Non, parce que même si on n'avait pas envisagé dans quelles conditions se révéleraient les difficultés d'ordre économique, social, pourtant, l'opposition, voire sociétal... Vous l'avez promis. Oui, vous l'avez prédit. Vous l'avez prédit, certes, mais les mêmes qui expliquaient que ça... Et les économistes aussi. Oui, les économistes aussi, mais avec un phénomène qui consistait quand même à atténuer singulièrement les difficultés, et notamment en ce qui concerne le grand patronat, qui patiemment a répondu aux injonctions de l'ancien gouvernement en demandant de ne pas faire le sale boulot avant l'élection présidentielle. Mais voyez, la gauche n'arrive jamais au pouvoir dans des conditions florissantes et intéressantes. C'est toujours quand il y a difficulté que la gauche arrive au pouvoir. Et faut-il lui reconnaître d'ailleurs cette capacité, comme j'ai évoqué tout à l'heure, à mettre les mains dans le cambouis quand c'est la période la plus difficile. Mais on aurait dit, il y a 1 an de ça, aux employés d'ArcelorMittal Florange, que, à la suite d'un bras de fer avec la direction, où le gouvernement s'est puissamment engagé, il n'y aurait pas de licenciement sec prononcé sur le site de Florange, je pense qu'ils auraient été 90% à signer. Là, quand c'est la gauche qui est au pouvoir, on dit on met la barre toujours plus haut. Et le rôle du gouvernement, c'est d'arriver à trouver le moyen terme entre l'intérêt général et puis la réalité territoire par territoire. Alors, qu'avez-vous prévu de faire le 5 mai, le jour de la manifestation initiée par Jean-Luc Mélenchon ? J'irai vraisemblablement tondre la pelouse qui a poussé du fait à la fois de la conjonction de la chaleur d'aujourd'hui et en même temps de ce qui est tombé comme eau. Vous voyez, d'une manière plus sérieuse... Ça veut dire quoi ? Un événement ? C'est quand même intéressant d'un point de vue politique. Oui, c'est intéressant. Je suis très gêné quand je m'aperçois que la forme, dans l'expression politique, prend le pas sur le fond. Et alors, il y a quelques collègues, à la fois députés et sénateurs, qui de temps en temps secouent la tête un peu, comme on dit, et disent ça ne va pas assez loin. Le gouvernement, il est programmé pour faire en sorte que le plus grand nombre se retrouve dans les options qui sont choisies. Et actuellement, on le voit bien sur un certain nombre de textes, c'est une affaire de compromis. Si on prend le texte de l'ANI, par exemple,
C'est la première fois depuis que la Ve République existe que le gouvernement initie, dans le champ de ce qu'on appelle la démocratie sociale, une consultation qui engage l'ensemble des acteurs, que ce soit du patronat aux travailleurs salariés, permettant de se mettre d'accord eux-mêmes, ou en tout cas de trouver un compromis. C'est une démarche sans précédent. Et ensuite, dans un deuxième temps, à travers le texte qui a été voté, qui n'est pas complètement... Donc vous jugez injuste les propos de Jean-Luc Mélenchon ? Injuste, outrancier et dangereux. Et dangereux parce que on a connu ça dans d'autres époques. Et moi, je m'interdis de penser que le gouvernement, le matin, quand il se met au travail, tout ministre confondu, n'a comme obsession de tirer les travailleurs salariés vers le bas. C'est pas ce qui les anime. Et je pense qu'ils font au maximum de ce qu'ils peuvent faire, même si de temps en temps, le rôle des élus que nous sommes, c'est de leur rappeler la réalité du terrain. Parce que quand on est ministre, par définition, on est un peu éloigné de la réalité du terrain. Mais de là à dire tout est mauvais, il faut changer avec beaucoup de prétention de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il se ferait bien Premier ministre. Le Premier ministre, dans quel régime, avec qui et quelle majorité ? Bon. Il faudrait un remaniement de votre point de vue ? Mais non, le remaniement ne peut se justifier que si un événement... Et un changement de Premier ministre ? Pas plus. Ça ne peut se justifier que si un événement d'ordre socio-économique impose au président de la République de changer d'équipe. Actuellement, le cap, il est fixé. Il n'y a aucune raison qu'il change, même si, j'ai écouté l'autre jour M. Gallois avec beaucoup d'attention, il dit que l'horizon indépassable du 3% de déficit budgétaire en 2014... Il ne faut pas être fétichiste et ça peut être 3,2 ou 3,3. L'autre jour, vous avez des analystes qui disaient « Ah, on a prévu vers 0,1% de croissance, ça sera sans doute moins 0,1%. » Je trouve ça un peu absurde, mais en même temps, j'ai la conviction que tout se fait, y compris dans le cadre de l'orthodoxie budgétaire, de tout ce qui a été déployé comme outil. Parce que ce qui se passe en termes de différence entre 36 et 81 maintenant, c'est qu'en 36 et 81, on a redistribué, je dis la gauche, quand il est arrivé au pouvoir. On a vu sur quoi ça a débouché. Là, on dit on va se donner les moyens d'assainir la situation sur le plan à la fois budgétaire et en même temps sur le plan de l'appareil productif. Et ensuite, effectivement, on partagera les fruits de la croissance. Mais il n'est pas tolérable qu'un pays comme le nôtre ait au premier poste budgétaire le remboursement de la dette. D'abord parce que ça décrédibilise à l'échelon international le pays, et ensuite parce que l'argent qu'on met pour payer l'emprunt, on ne le met pas ailleurs. Donc, il faut effectivement rationaliser tous ces paramètres budgétaires. Alors, on le fait un peu à marche forcée, peut-être parfois trop, mais c'était une nécessité absolue, en faisant en sorte, contrairement à ce qui a été évoqué sous l'Ancien Régime, je vais dire, parce que les mêmes qui disaient orthodoxie budgétaire, ce sont ceux quand même qui ont créé en disant 500 milliards de plus de déficit, en laissant quand même un déficit cumulé de 1700 milliards. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans l'intervalle qui n'allait pas là. Bon, donc on le fait, mais en affirmant quand même une forme de justice sociale et une forme de justice fiscale. Sur le plan social, personne ne peut dire que le gouvernement actuel a porté atteinte au système de protection sociale tel qu'on le connaît depuis 1945. Et sur le plan fiscal, je précise aussi que c'est la première fois depuis que la Ve République existe que la taxation du capital est égale maintenant à celle du travail. Merci Jean-Jacques Mirassou. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.